Bienvenue dans Gestion de carrière, face B. Pour découvrir en détail qui sont les personnes que j'interroge, je vous invite à écouter l'épisode 1. Il vous donnera une vision d'ensemble de leur parcours et des différentes casquettes qu'elles portent. Avant d'aller plus loin, je pose 3 définitions que je vais utiliser dans cet épisode. D'abord, le mot FINTA. Il s'agit d'un acronyme qui signifie femme, intersexe, non-binaire, trans et agenre. Ce mot sert à parler des personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres. Ensuite, une personne cis ou cisgenre, c'est quelqu'un pour qui le genre correspond au sexe assigné à la naissance. À l'inverse, une personne trans, c'est quelqu'un dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Je préfère vous prévenir avant qu'on commence, on va parler de sujets un peu lourds comme le burn-out. Donc prenez soin de vous et écoutez cet épisode quand vous vous sentez prêt et prête. Le premier thème que j'ai voulu aborder, c'est celui des privilèges. J'ai demandé à Lenny s'il avait l'impression d'en bénéficier par rapport à la communauté FINTA dont font partie les musiciennes. Parce que nous, dans cette communauté, on est encore trop souvent mis à l'écart du boys club, de cet entre-soi masculin qui domine encore beaucoup le milieu. Et ben peut-être dans ce côté peut-être de collectif, de communauté. Peut-être on a cette communauté de boys club, comme tu dis, ta bande, qui est, mais pour autant, on pourrait très bien avoir des femmes dans la bande, hein. Mais peut-être il y a un truc fluide et facile dans ce collectif-là, parce qu'on se ressemble tous, je sais pas. J'ai aussi eu un privilège d'avoir des exemples, des modèles. Ouais, je pense qu'il y a ces privilèges-là, mais j'y pensais tout à l'heure hein, dans la pause. Actuellement, il y a quand même quelque chose qui est positif, mais moi je me sens pas du tout je sens pas que mon projet il est vendeur dans toutes ces notions parce que je suis un homme cis blanc et qu'il n'y a pas de femme dans mon projet. Ça maintenant ça pourrait me fermer des portes. On cherche de plus en plus à la parité, c'est une très bonne chose, mais moi je me sens du coup des fois mis à la marge. Je rentre pas dans les cases qui sont promues maintenant, les institutions publiques ou je sais pas quoi, ou plein d'autres trucs, ou les salles. Ils essayent de tirer vers la parité, et c'est une très bonne chose. Mais du coup, moi, je suis plus devenu, je suis sorti des canons parce que je suis pas ultra jeune. Je suis un homme blanc, cis, et il y a pas de femme dans mon projet. Ça me ferme des portes, je pense. C'est ok, hein, c'est comme ça, mais on est un peu mis à la marge parce que c'est pas ça actuellement qu'on défend dans la société, et c'est important, mais il y a des fois peut-être un tout ou rien dans certaines institutions qui se mettent en place. Et du coup, toi, tu te sens plus accepté là-dedans. Bah bon, après, c'est de bonne guerre entre beaucoup de guillemets, c'est-à-dire que bon, voilà, il y a eu oui, c'est vrai, un petit peu de l'inégalité envers les femmes et tout ça pendant des années. On remet peut-être un peu d'égalité. Mais de toute façon, c'est difficile de faire ça de manière organique. Lenny vient de mentionner une recherche de parité de la part de certaines salles et festivals. Oui, ça existe, mais malheureusement, ce n'est pas encore généralisé. Un exemple concret et très actuel, le tremplin Jazz Contrebande, dans lequel, parmi tous les groupes sélectionnés en 2025, il n'y avait qu'une seule musicienne. Passons maintenant à une autre question que j'ai posée à Lenny. Comment réagirait-il si une musicienne était discriminée devant lui ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose dont il a déjà été témoin ? J'ai certainement eu ça, mais j'arrive pas à m'en rappeler vraiment. Je pense qu'on a tous vécu ça, je pense. Surtout si on fait de la musique depuis des années. Je vois pas comment j'aurais pas pu entendre ça dans mes années d'études, en percu classique. Mais pour autant, j'ai rien qui me vient spécifiquement. De manière, en fait, je pense qu'il y a rien qui est très récent. Et on évolue tellement dans nos êtres intérieurs et dans la manière dont on réagit aux choses avec les années que j'aurais de toute façon pas réagi de la même manière il y a 10 ans que maintenant. Et pour répondre à ta deuxième question, du coup, sinon, comment je réagirais, je pense que ça dépendrait un peu de comment je me sens dans le groupe général. Est-ce que je me sens suffisamment safe moi-même pour intervenir ? Si je me sens safe, je pense que je dirais qu'il y a un truc qui va pas. Ouais.
Est-ce que je le dirais devant tout le monde, ou est-ce que je le ferais en aparté? Peut-être plutôt en aparté. Est-ce que je le ferais du premier coup, ou est-ce que j'aurais besoin de 2 fois pour le faire? Je sais pas exactement, peut-être bien que j'aurais besoin de 2 fois, je sais pas. Courageux mais pas téméraire, je dirais. Donc je prendrais, je pense, le temps de dire les choses calmement, et j'attendrai je ferai peut-être en sorte que la situation se présente, qu'on puisse en discuter calmement. Mais je pense que je me jetterai pas en disant voilà, ça va pas du tout ce qui s'est passé. Vous l'avez entendu dans un épisode précédent, Jocelyne disait que les choses avaient quand même changé, qu'elle devait moins réagir et qu'elle faisait moins face aux propos sexistes ou racistes. Je lui ai donc demandé si c'était toujours vrai aujourd'hui. Non. En fait, comment dire, j'ai des amis, collègues, qui sont toujours aussi lourds, en fait, qui n'ont pas encore trop bougé, si tu veux. Mais en fait, si tu veux, c'est avec beaucoup de bienveillance et comment dire, c'est pas dans le clash. Puis dans ces cas-là, c'est très souvent les autres qui réagissent. Puis ça, c'est super aidant, enfin, c'est génial. Et donc oui, mais si tu veux, c'est une espèce de situation récurrente qui surfe sur la vague de l'humour. Enfin, c'est toujours ce fameux sens de l'humour que j'avais pas. Oui. Et puis en fait, petit à petit, je crois qu'il réagit quand même. Ça fait travailler. Ouais, ça fait travailler. Donc, mais oui, il y a encore. Oui. Et ça arrive, en fait, étonnamment. Moi, je trouve que ça m'arrive pas tellement en jouant. Ça m'arrive plus avec mon rôle sonar. Puis, elle m'a parlé d'une situation délicate survenue dans son travail. Elle ne pouvait pas entrer dans les détails, mais ce qu'elle a pu en dire était déjà très révélateur. Mais une situation où vraiment, là, c'est hallucinant, comme ça n'a pas bougé. Là, on est dans la musique classique contemporaine. Mais c'est encore le mâle 6 de plus de 50 qui fait foi, quoi. Repassons à Lenny. Je lui ai demandé s'il jouait avec beaucoup de musiciennes et s'il trouvait simple d'en trouver pour jouer avec lui. Voici sa réponse. Par exemple, j'ai voulu pour la jam Latin Jazz de l'année dernière, j'ai voulu qu'il y ait des femmes dedans. Ouais. Et j'ai contacté le peu de femmes que je connaissais qui étaient en connexion avec cette musique. Manon Millénaire et puis Sonia Bonsard. Et les deux étaient pas dispo, tu vois. Bon, elle travaille beaucoup, c'est trop bien. Et puis oui, dans mon entourage de l'EMU, par exemple, dans ma promo, moi j'avais pas de femmes, juste si, peut-être quand même quelques-unes, mais des chanteuses. J'avais Sylvie, mais ça se compte un peu sur les doigts d'une main. Donc oui, dans mon entourage, j'ai assez peu de femmes musiciennes. J'ai voulu faire ce partenariat avec la MEF déjà l'année dernière pour une jam où j'ai donné carte blanche à Lucie. C'était un peu, moi, ma manière de faire de faire un effort, de faire le geste, d'essayer, tu vois, d'essayer de faire qu'il se passe, qu'il y ait une tentative de parité. Ouais. C'est vraiment qu'une tentative parce qu'on en est très loin. Mais il y avait aussi un truc de est-ce qu'elle match avec la musique qu'on veut jouer là? Et certainement que oui, dans une certaine manière. Et en même temps, je me suis plus projeté à la jouer avec les personnes avec qui j'avais l'habitude de jouer, tu vois. Mais il y a un truc tu vois, dans les musiciens que j'ai invités, où j'ai voulu un peu inviter des gens avec qui je jouais peu, il y a assez peu de femmes qui me sont venues à l'idée, tu vois. Je vois assez peu de femmes, en fait, en vérité. Mais je pense que c'est une réalité. Généralement, quand on monte un projet et qu'il faut trouver quelqu'un avec qui jouer, on va vers la facilité. On regarde dans nos contacts. Mais si vous avez un peu plus de temps et que vous voulez vraiment vous engager pour chercher des personnes éventuellement que vous ne connaissez pas et qui font partie de la communauté Finta, vous pouvez aller sur musicdirectory.ch, une plateforme créée par Helvetia Rockt où plusieurs musiciennes de la communauté Finta sont répertoriées, et pas que des musiciennes, donc je vous invite à aller jeter un œil. Je me suis ensuite tournée vers Chloé, qui est une femme trans, et je lui ai demandé si elle avait ressenti une différence de privilège après son coming out. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, déjà pour plusieurs raisons qu'on a évoquées, certaines personnes avec qui je veux plus travailler, mais c'est même pas tant que je veux plus de toute façon parce que c'est des idées trop divergentes, mais quand même je le voudrais, ce serait pas du tout un environnement safe pour moi. Donc déjà ça me ferme certaines portes, en tout cas pour jouer avec certaines personnes. Il y a des pays où j'ai pas le droit d'aller jouer, où je peux pas aller jouer. Donc il y a ça. Même dans des pays où je peux aller jouer, je dois quand même faire hyper attention.
Exemple bête, je vais souvent jouer à Paris, je me sens pas du tout autant en sécurité en tant que personne trans qu'à Lausanne. La France c'est pas le pire pays du monde pour ça, il y a qu'à voir le Royaume-Uni et les États-Unis en ce moment, mais c'est pas le meilleur non plus. Voilà, ça c'est des choses en tout cas, juste que ce soit musical ou pas, juste en termes de sécurité dans ma vie. Évidemment, j'ai beaucoup moins de privilèges qu'avant, et je peux pas m'habiller comme je veux, où je veux, quand je veux. En termes de comment les gens interagissent avec moi, c'est vrai que par exemple en jam à Paris, les gens qui ne me connaissent pas, dans 75% des cas, vont automatiquement penser que je joue pas bien, par biais sexiste et biais t'es pas un mec cis, en gros. C'est voilà, donc ce sera pas bien. Ce truc d'être catégorisé en fait tout de suite, d'être essentialisé à quelque chose qui n'est pas un mec cis et que du coup forcément ça va être moins bien. Ça, ou alors des rapports chelous avec les programmateuristes. Genre le programmateur à qui t'envoie un mail que tu dis, donc ça c'était avant que j'ai sorti mon deuxième album, donc à qui j'envoie le lien vers mon premier album qui était sous mon ancien prénom, en disant voilà, merci de pas faire gaffe à ça, de pas m'appeler comme ça et de bien m'écrire à cette adresse mail là. Voilà. Donc maintenant c'est Chloé Marcini, j'utilise des pronoms féminins, etc., etc. Et puis d'arriver, de le rencontrer, puis qu'il vienne te serrer la pogne et te dire « Ah, mais c'est toi !» et te balancer ton nom et te genrer au masculin, alors qu'il sait très bien, il l'a lu le mail. Et de penser que ça va passer comme une lettre à la poste, en fait. Et et puis de pas se rendre compte que, en fait, ça fait que toi, derrière, t'as vraiment l'impression qu'on t'a chié dessus et que t'as juste qu'une envie, du coup, c'est de pas jouer dans son club, en fait. Des choses comme ça où, visiblement, le fait d'être une personne trans, ça peut être encore très problématique à plein d'endroits pour plein de programmateuristes. Sans parler sans parler de la sûreté que j'ai à être dans la rue et à exister, juste déjà, même professionnellement, des fois, ça pose problème. Jusqu'à présent, j'ai plutôt eu de la chance, je pense. En tout cas, professionnellement, je travaille avec des gens avec qui c'est fluide, transparent et ça ne pose pas de problème. Après, c'est plus un truc systémique et institutionnel des gens qui lisent peut-être pas les fiches techniques ou les descriptifs, quoi. T'arrives en festival ou en salle de concert et t'as beau t'appeler Chloé et avoir une expression de genre féminine, il y a encore des gens, ça suffit pas. Tant que tu leur as pas fait un coming out dédié spécialement pour eux, en fait, ils vont pas considérer qu'il faut faire attention, en fait. Et ça, c'est assez fatigant à la longue. C'est vraiment frustrant, mais après, je vis en Suisse, j'ai quand même la peau blanche, donc j'ai quand même des privilèges pour d'autres raisons. Et ça, je le sens bien aussi. J'ai voulu savoir comment s'était passée la formation musicale de Chloé et de Lénie. Du côté de Lénie, il l'a plutôt bien vécu. La seule chose qu'il déplore, c'est de ne pas avoir pu faire plus de musique avec les autres étudiants et étudiantes et de ne pas avoir trouvé un véritable sentiment de communauté, quelque chose de solide et soudé. C'est quelque chose que j'avais très peu eu à l'EMU. Peut-être que l'infrastructure n'aide pas, oui certainement même, mais il y a aussi un truc de... Moi, personnellement, j'étais pas prêt à ce moment-là. Sur mon instrument, dans ma tête, j'étais pas assez confiant, donc je m'ouvrais très peu aux autres. Et puis l'emploi du temps de l'école qui des fois était, je pense dans les premières années, est très 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 prenant. Mais c'est aussi une histoire de tempérament et de voler là. Quand chaque promo a un peu son énergie, tu vois. Puis il y a des affinités musicales d'ailleurs. Il y en a qui adorent tel type de musique. Donc des fois vraiment la pratique des standards jazz machin c'était peut-être moins présent. Du côté de Chloé, ces années de bachelor se sont également relativement bien passées. Ouais, alors je l'ai quand même relativement bien vécu, je crois. Ça a quand même été plutôt positif. En fait, quand je suis arrivé à l'école, à l'EMU, j'étais vraiment dans ma tête en mode j'ai été admise dans une super école, quoi. Je me voyais en mode comme Berkeley aux États-Unis ou un truc comme ça. C'était ça y est, on y va. Et là, je vais faire ça à fond. On va avoir des locaux trop bien pour bosser. Donc la première année, j'étais vraiment en mode je me lève à 6h30 tous les matins. Je suis à l'école à 8h. Je fais mes 4 heures de salle par jour, plus tous les cours. Et voilà. Après, j'avais un truc assez cadré dans ma tête qui était, je vais bosser du lundi au samedi à l'école. Mais par contre, je garde mon samedi après-midi et mon dimanche en mode jour de week-end et je fais pas de clarinette le dimanche. Il y a vraiment ça. Et en fait, je travaille pas le dimanche. Et pareil, pendant les vacances, je me mets pas la pression sur la clarinette. Pendant les vacances scolaires, je profite des vacances. Donc il y avait un truc assez équilibré, paradoxalement. J'avais des semaines très chargées, mais assez équilibrées. Et j'étais à fond, quoi.
J'étais vraiment dans une logique au début de tout ce qu'on va me dire, je vais considérer que c'est vrai et je vais l'appliquer. Full confiant en ce qu'on me propose. Après, c'est vrai que certains cours, au bout de 3-4 mois, j'ai un peu compris quand même qu'on se moquait un peu de moi. Voilà, il y a eu certains cours comme ça, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je suis bien de bonne foi, mais là quand même, j'ai un peu l'impression qu'on se moque de moi. Et d'autres trucs, je me suis vraiment appliqué à fond, puis j'ai pas lâché, quoi. Je prenais tout, je vais vraiment tout faire à fond, quoi, être là tout le temps et vraiment en profiter au maximum. Et ça a été ça pendant un moment. Et après, en fait, le truc, c'est que dès la première année, j'ai créé mon sextet, en fait, à ce moment-là, du coup, début 2017. Et mine de rien, le développement de ce truc-là, ça a quand même commencé à me prendre pas mal d'énergie et de temps. Et du coup, les dimanches que j'avais, où normalement je travaillais pas, je les passais plus volontiers à faire du booking. Et je mettais des concerts pendant les vacances et tout. Donc ça a commencé à prendre sur mon temps de pause, tout ça. C'est vrai qu'à la longue, je commençais à être de plus en plus fatigué pour aller bosser le matin. Donc j'y arrivais avec moins de régularité. Jusqu'à la fin de mon bachelor, ça s'est bien passé. J'ai bien vécu mon bachelor. Je suis arrivé à la fin. J'ai commencé mon master en performance. Et au début de la 2e année de mon master performance, j'ai fait un burn-out. Comme vous l'avez entendu, on va maintenant aborder le burn-out. Vous allez découvrir 2 témoignages, vécus à peu près au même moment, celui où le Covid est arrivé. Je laisse la parole à Chloé et Jocelyne. J'ai mis très longtemps à savoir que c'était un burn-out. J'ai mis plus de 3 mois en fait à comprendre que c'était un burn-out parce que j'étais juste malade. Je me suis vraiment réveillé un matin, le 13 décembre 2020. C'était en plein Covid. Donc en plus, je me suis réveillé, j'étais persuadé d'avoir le Covid, vu que c'était un peu la maladie à la mode, la maladie du moment. Du coup, je me suis dit, c'est forcément ça. Et en même temps, je me sentais super mal de prévenir l'école en disant, je suis malade, peut-être j'ai le Covid. Je me disais, mais si je suis pas là, on peut pas faire le concert, c'est absolument horrible. Donc, je l'ai gardé pour moi. Je suis allé voir le directeur de l'école à un moment devant l'école. Je lui ai dit, à ton avis, qu'est-ce que je fais? Enfin bref. Donc ça m'a rajouté du stress et tout. C'était pas du tout le Covid. J'ai fait le concert. Et pendant 2-3 mois, j'étais malade, quoi. J'avais vraiment des problèmes au ventre. J'avais mal au ventre tout le temps. Ça me réveillait le matin, tous les matins à 6h30. Même si je m'étais couché tard, je me réveillais à 6h30. Et du coup, j'étais vraiment persuadé d'être malade. Je suis allé une première fois chez le médecin, ça a rien donné. Une deuxième fois, ça a rien donné. Au bout de 3 mois, on m'a prescrit un bilan sanguin complet avec tout qui est ressorti, j'avais vraiment le sang d'un bébé, quoi. Et puis il y a plusieurs personnes, quoi, qui m'ont dit, qui avaient utilisé ce mot-là déjà un peu, quoi. Et puis voilà, puis j'ai fini par conscientiser que c'était du coup complètement psychosomatique. Mais pour moi, c'était pas possible. J'étais malade, quoi. Et dans ma tête, je voulais juste bosser comme d'habitude. J'étais pas fatigué moralement. Donc c'est ça qui était assez dingue, c'est vraiment mon corps qui a tout pris. Je savais pas que c'était possible en fait, qu'un burn-out pouvait faire un truc pareil. Voilà, donc après j'ai conscientisé, ou après j'ai eu une petite phase de dépression. Et en fait c'est tombé la première année où moi je faisais des subventions, où j'allais enregistrer mon premier album et que je trouvais des subventions pour faire ma première tournée dans l'observatoire. Donc du coup mes profs à l'école ont été assez sympas, ils m'ont dit arrête de venir en cours. Surtout que j'étais en 2e année de master performance, donc il y avait plus vraiment, à part des ateliers, il y avait plus vraiment d'obligation en fait. J'avais mes cours d'instruments, puis mes profs étaient, mais si on ne voit pas pendant 3 semaines, on s'en fout. Donc j'ai arrêté d'aller à l'école, je venais uniquement si j'avais un examen ou un gros concert. Et surtout j'ai arrêté complètement de bosser mon instrument. Parce qu'il y a eu plusieurs phases, il y a eu la phase où je savais pas encore que c'était un burn-out, et où je pensais vraiment que j'étais malade. Et à tel point que des fois j'arrivais même plus à jouer de la clarinette. Donc j'ai eu la phase de l'acceptation, à un moment de me dire, mais en fait si ça se trouve, j'ai une maladie comme ça à vie et puis ça partira plus. Et puis je pourrais plus jouer de clarinette, ou plutôt je l'accepte, ou plutôt j'irai mieux, quoi. Donc je m'étais un peu mis ça en tête de pas culpabiliser pour ça. Et il y avait un gros rapport avec la culpabilisation à ce moment-là, de ce truc de oui mais si je bosse pas, je vais pas y arriver en fait. De ce truc un peu de suractivité qu'il faut à tout prix avoir aujourd'hui en fait. Et que si je le fais pas, je vais jamais m'en sortir, j'aurai jamais de boulot, j'aurais échoué, quoi. Et puis non, puis au bout d'un moment, j'ai eu une sérénité qui est venue, et assez vite, paradoxalement, de me dire, en fait, j'ai bossé cet instrument plusieurs heures par jour pendant des années. Je compte bien le refaire plus tard. C'est pas si je m'arrête de bosser pendant 1 an que ça veut dire que j'ai échoué quoi que ce soit. Et voilà. Et donc j'ai pris tout un printemps comme ça, à part l'enregistrement de mon album et la préparation de mes dossiers de subvention, j'ai vraiment fait le strict minimum. J'ai surtout passé mon temps à aller dehors, aller dans les parcs et essayer de dormir au maximum, faire 3 repas à la maison hyper bien tous les jours. Voilà. C'était vraiment en mode prendre soin de soi. Ah, c'était pendant la pandémie. Alors des épisodes dépressifs, j'en avais connu auparavant, mais là c'est la première fois où vraiment le corps, il n'y a plus rien qui va, quoi. Ah, c'était lié à l'absence de musique. C'était pas au tout début de la pandémie, c'est quand on avait déjà rouvert puis qu'on a refermé. J'étais beaucoup en télétravail, j'étais seule à l'époque, je jouais plus, je jouais même pas pour moi. Alors j'ai fait d'autres choses, tout d'un coup j'ai découvert les week-ends, un truc que je ne connaissais pas par exemple.
Mais voilà, je bossais pour Sonar avec des situations assez désespérées, de membres qui étaient vraiment, puis aussi moi-même, une espèce de situation compliquée. Et puis, je me souviens très bien, j'étais interviewée à la matinale de la RTS. Et en fait, la première question du journaliste, que j'avais pas du tout anticipée, c'est il m'a dit « Comment allez-vous ?» Et là, il y a un gouffre qui s'est ouvert, en fait. J'ai fait l'interview, et je pense que j'ai pu tenir encore 2 semaines, et après... Parce qu'en fait, ça allait pas du tout. Mais je l'avais pas du tout vu. Ouais, je me suis un peu asséchée, ça va, à cette période-là. Et puis, ça a remis en question plein de choses. Mais je pense qu'on s'est tous et toutes pris... ces moments où ça s'arrête, où on se pose, où on se retrouve face à soi, ça donne forcément quelque chose. Alors après, plus ou moins douloureusement, mais... Passons maintenant au sujet suivant, qui est la transidentité. Et Chloé a accepté de partager son expérience avec moi. Ce qui a été très compliqué pour moi en arrivant, c'est effectivement un truc très boys club. Je suis arrivé en 2016 en plus, donc il y avait vraiment très 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 peu de femmes. Je pense que ça se comptait sur les 5 doigts d'une main, même pas. Il devait être 3 ou 4. C'était vraiment quasi exclusivement masculin. Et au-delà d'être en plus masculin, c'était vraiment très compétitif et pas hyper accueillant. Il y avait un peu ce truc hypocrite de dire non mais on est tous potes, viens jammer avec nous. Puis quand tu te ramènes à la jam, le premier morceau qu'ils font, c'est un morceau à 300 à la noire et avec une armée de saxophonistes qui font chacun un solo qui déboîte plus que l'autre. J'avais pas envie d'y aller, voilà, entendre des remarques dans les couloirs qui jugent un peu les classes de bachelor 1, des trucs comme ça où tu te sens pas en terrain conquis et t'as vraiment l'impression de devoir un peu te battre pour te faire accepter par les grands. Et ça, c'était pas très agréable. Ce qui m'a sauvé là-dedans, je crois vraiment, ce qui m'a vraiment aidé à franchir ce bachelor de manière plus sereine, c'est vraiment le fait de développer mon projet à côté. Et d'avoir un truc qui me tienne, qui soit pas l'école en fait, qui soit non, je fais déjà ce métier et je vais déjà prendre cette place que vous prenez beaucoup trop. Ce qui a été le plus délicat, je pense, c'est vraiment post-coming out. Du coup, je me suis gardé de le dire à l'école pendant un moment. Déjà parce que je savais pas du tout comment ça allait se passer avec les profs. Et j'avais pas du tout une confiance là-dessus. Parce que c'est pas des trucs dont on parle, en fait, à l'école. Il y a aucun poster là-dessus, il y a rien. Il y a même sur les toilettes du coup des femmes du premier étage, il y a un papier qui rappelle que cet endroit est réservé strictement aux femmes. Merci de ne pas entrer, s'il vous plaît. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que personne trans, ça te met pas du tout à l'aise pour aller dans ces toilettes parce que t'as l'impression que le régisseur technique de l'école va te tomber dessus et t'en coller une. Parce que de toute façon, il sera pas d'accord avec ce que tu traverses. À aucun moment, on te dit que tu peux aller voir quelqu'un pour parler de ces questions-là. Du coup, c'était assez délicat pour moi. C'est quand même un parcours particulier parce que moi, je suis une personne trans. Du coup, je fais pas partie du club des mecs 6 et je fais pas non plus vraiment partie du club des 9-6 au début. C'est un peu, je sais pas à qui je peux faire confiance parce que des transphobes, il y en a chez les mecs évidemment, mais il y en a aussi chez les femmes. Absolument. Et du coup, au début, pour moi, c'était pas une évidence de je vais aller voir mes potes meufs et ça va forcément bien passer. Pas du tout plus que avec mes potes mecs de l'époque. Il y avait pas des TERF, il y en a partout et des transphobes mecs, il y en a partout. Donc au début, t'as un peu confiance à personne et t'as un peu l'impression que le seul moyen de rester un peu en vie et en tout cas de pas te faire emmerder avec ça, c'est de pas en parler. Et du coup, j'en ai pas parlé. J'ai pas fait le coming out officiel à l'école. J'avais aucune envie de ça. En plus, c'était pendant mon master de pédagogie, j'avais envie d'en finir avec cette école. J'étais allez, je le dirai à qui je veux le dire en dehors de l'école et voilà, mais je vais pas en parler à la direction. Aussi crainte, mais vraiment, c'est horrible, mais de me dire, mais en fait, je sais même pas à quel point si je le dis, on va me valider mes examens. Je sais même pas à quel point je peux tomber sur des jurys et des profs tellement transphobes qu'ils vont dénigrer complètement ma performance et mon examen. Et que ça se trouve, je l'aurais même pas, en fait. Et du coup, c'était trop complexe, quoi. Donc ça, pour moi, c'est le pan qui a été le plus dur à la fin, c'était ce truc-là. D'autant plus que du coup, comme j'en avais pas parlé aux profs, il y en a qui se dérangeaient pas pour venir me faire des vannes transphobes directement à moi en pensant que j'étais leur meilleur pote mec. La blague d'arriver en cours avec un t-shirt, je suis pas vacciné contre le Covid, mais je m'identifie comme vacciné, je suis transvacciné ou je sais pas quoi. De venir me voir avec un gros rire gras en me disant tu l'as vu celle-là. Ouais. On dira pas qui c'est, mais on dira mais on sait très bien. On sait. Ce genre de vanne à la con, quoi. Et puis tous les autres trucs aussi, d'arriver en cours et d'avoir de la part des profs les gros saluts les mecs.
Et du coup, d'être inclus malgré moi dans un groupe qui n'est pas le mien, et de même pas pouvoir dire que je suis pas d'accord parce que ça reviendrait à faire mon coming out, tout ça, c'était des trucs vraiment désagréables. C'est ça, quoi. C'est tout ce problème de genrer tout systématiquement, de faire... alors, on va mettre les hommes d'un côté, les filles de l'autre. Ouais. Mais en fait, quand t'es une personne trans, tu fais partie d'aucun... Enfin, tu fais partie d'un des deux, mais auquel, si tu veux y aller, t'es obligé de faire un coming out. Donc, en plus, ça te met dans une situation qui est déjà non seulement pas OK, parce que tu fais un stéréotype des gens en séparant les gens, et qu'il y a un moment, on n'est plus à l'école maternelle en 1950, faut arrêter, quoi. Et en plus de ça, tu vas mettre encore plus mal à l'aise plein de personnes qui sont entre les deux, en fait. Quand on parle de personnes qui ne rentrent pas dans les cases, on ne parle pas seulement de genre, on touche aussi aux questions de handicap, qu'il soit physique ou mental. Voici ce que Jocelyne a partagé avec moi. Grâce à mon beau-fils, qui est autiste, qui a un TDAH et qui a pas mal de qualités qui rendent la scolarité pas facile, et l'interaction sociale aussi, je me suis aperçue que moi aussi, en fait. Et du coup, c'est par cette introspection-là que j'ai compris comment je fonctionnais, puis qu'en fait, si tu veux, pour moi, la musique, elle a été un refuge. Parce que socialement, c'était compliqué. Et en fait, je trouve important de le dire, parce que je ne l'ai pas dit avant, puis c'est comme si je continuais comme je faisais avant. Et puis en fait, c'est ça qui a beaucoup changé pour moi. Et du coup, c'est cette connaissance de moi qui fait que, j'ai choisi cette cachette-là, entre guillemets, qui n'en est évidemment pas une, mais au fond. Mais c'est ça qui m'a fait arriver jusqu'à moi, en fait. Et que ça, du coup, c'était un outil important, puis que ça fait aussi partie des tabous, en fait. On parlait d'argent, parentalité, le sexisme, le racisme, et puis toutes les différences ont leur place. Puis en fait, moi, ce qui m'a fait souffrir, c'est de vouloir trop correspondre à quelque chose auquel je ne pouvais de toute façon pas correspondre. J'avais pas de référence. Et c'est ce que j'aime dans cette période aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de s'ouvrir, d'en parler, de trouver des pairs, de trouver des ressources. Et ça, c'est super important d'aller chercher ces ressources. Et c'est ça qui permet aussi après de pouvoir s'écouter, puis de se dire ok, de se faire confiance. De se dire ok, c'est juste. C'était une petite digression. Revenons une dernière fois à l'institution pour clore ce chapitre. Chloé, qui retourne encore souvent à l'EMU, a regretté le manque de panneaux et d'affichage autour des questions de genre. Même maintenant, quand je repasse à l'EMU, des fois, pour des raisons diverses et variées, que ce soit des répètes, pour faire un coucou à certaines personnes à l'administration, quand je repasse, il n'y a rien qui a changé. En fait. Il n'y a toujours aucun affichage par rapport à l'égalité des genres, etc. Et il y a de temps en temps une affiche qui dit qu'il va y avoir des tables rondes, des trucs, mais c'est quand même très rare. Il n'y a pas de sensibilisation à ça. Et il y a surtout, aucun affichage qui est mis en place de la part de l'école pour essayer d'éduquer un peu les mecs à se comporter différemment. En gros, si vous êtes une personne non mec cis qui a des problèmes, prenez-vous en main, allez voir telle personne de l'administration, allez vous plaindre. Mais par contre, il n'y a rien pour faire de la prévention, pour arrêter les comportements déplacés de la part des mecs, quoi. C'est que de la correction cosmétique post-problème, en fait. C'est vraiment... Il n'y a rien qui vient corriger le mal à la racine, en fait. Je sais pas ce qu'il y aura à faire, parce qu'en plus, même quand il y a des choses qui sont mises en œuvre à l'EMU, comme par exemple des formations pour les profs contre le harcèlement et contre ce genre de choses, moi je les entends en discuter à la pause café entre eux. Ils ont été obligés d'aller assister à un truc et du coup ils étaient là en train de ricaner à dire ça y est, maintenant on est des violeurs, je sais pas quoi. En fait c'est risible, quoi. C'est ridicule. Il n'y a pas que toi dans le monde, en fait. Et puis, en fait, peut-être que tu te rends pas compte que oui, t'as eu des comportements problématiques et t'en auras sûrement encore. C'est vraiment cracher au visage de toutes les victimes de ça, en fait, de toutes ces dérives. Et quand j'entends ce genre de truc, je me dis, c'est pas prêt de changer, quoi. Après, c'est vrai que entre mon arrivée en 2016 et quand je suis sorti fin 2022, et quand je vois ce que c'est maintenant, ça a quand même beaucoup changé. Enfin, c'est encore pas gagné, mais on est loin du boys club de l'époque, quand même. Cette dynamique de boys club existe toujours, bien évidemment, mais en tout cas, il y a des discours que j'entends plus. Voilà. Avec un peu de chance, ça continue à aller dans le bon sens, quoi. Nous avons parlé de son parcours en tant que femme trans durant ses années d'études, mais je voulais aussi savoir si elle travaillait toujours avec les mêmes personnes depuis qu'elle a fini l'EMU. Et
comment ça se passe pour elle aujourd'hui. Ouais, alors je dirais que globalement, à 98%, je peux travailler avec les mêmes personnes. Je dirais que je me sens pas non plus en confiance de parler de telle ou telle chose avec tout le monde. Ouais. Ça, c'est sûr. Et avec tout mon entourage musical d'avant. Il y a une toute petite proportion de personnes avec qui je ne veux plus travailler, pour la simple et bonne raison que c'est des gens déjà qui ne me mettaient pas à l'aise avant, à qui j'aurais jamais voulu en faire un, de toute façon, parce que je me sentais pas du tout, des gens qui ont pu tenir des discours qui étaient clairement pas en accord avec ça et avec mes valeurs. C'était compliqué de toute façon de leur en parler, et des gens qui, même quand je les croise maintenant, plus de 2 ans après mon coming out, vont encore m'appeler par mon ancien prénom en étant en parfaite connaissance de cause de qui je suis maintenant, et en pensant que ça va juste passer comme une lettre à la poste. Donc il y a des gens comme ça que je veux plus voir, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Les gens avec qui je travaille, ça se passe très très bien, parce que de toute façon c'est une des conditions pour moi, c'est que ça, faut que ça puisse être transparent et que ce soit clair pour tout le monde et que ce soit naturel et normal, parce que sinon j'ai pas envie de travailler avec ces gens. Ouais, moi j'ai aucun problème avec ça dans mon milieu professionnel actuel, des gens avec qui je travaille. La grosse différence que ça fait maintenant, c'est en tant que side. Alors en tant que leader, c'est une évidence parce que c'est moi qui choisis où on joue. Il n'y a pas seulement les gens avec qui on travaille, il y a les endroits où on va travailler qui peuvent être très problématiques. Ça crée des situations où en tant que side, des fois je suis obligé de mettre mes barrières, quoi. Il y a des pays dans le monde où j'ai pas le droit d'aller aujourd'hui, sous peine d'être condamné à mort, voilà. Ouais. Donc il y a quand même des endroits où je peux pas aller jouer, et il y a des endroits où je pourrais aller jouer mais où j'ai pas du tout envie. Un exemple tout con, il y a un moment je regardais pour aller jouer à Prague, parce qu'on joue à Berlin, et je me suis dit peut-être avant de redescendre vers Munich on peut passer par Prague, ça fait pas un très gros détour. Je tombe sur un jazz club, j'ouvre le site, et un des premiers trucs qui a marqué c'est dress code pour le public, les hommes comme ça, les femmes comme ça. Et là je me dis, moi en tant que personne trans, je vais pas proposer un groupe dans un endroit comme ça. Voilà, au-delà des gens avec qui je travaille, il y a des lieux où ça limite quand même pas mal de choses. On passe maintenant au sujet suivant. Et oui, encore un thème un peu difficile. Désolée, mais pour comprendre vraiment ce que peut être une carrière musicale, on doit parler à la fois du beau et du moins beau. J'ai donc demandé à nos invités ce qui avait été le plus dur dans leur parcours, ou ce qui reste encore difficile aujourd'hui. Je pense que le plus difficile, c'est de gérer la jalousie dans ce métier-là. Que ce soit par rapport au niveau instrumental de certaines personnes. Mais le plus difficile, c'est de gérer la jalousie sur des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. On cherche tout le temps à ne pas le faire, à ne pas se comparer aux autres, mais je pense qu'il y a tellement de biais qu'on le fait forcément un petit peu. Et comparer son niveau au niveau de quelqu'un d'autre, c'est désagréable parfois parce qu'on a de la jalousie qui ressort, mais on a des leviers d'action dessus. On peut travailler notre instrument différemment, on peut agir en fait dessus. Je pense que ce qui est assez dur des fois, c'est de faire face à la reconnaissance dont un projet va bénéficier pour une raison qu'on ignore. Voilà. Par exemple, de voir un groupe de super potes qui d'un coup va être catapulté pendant 2 ans, tourner, faire toutes les scènes, avoir un super booker, un super machin et tout. Et à côté de ça, en même temps, pas avoir de réponse de ces mêmes personnes pour soi. Ça, c'est des trucs qui peuvent être assez lourds, je trouve, à supporter à la longue. Et à nouveau, c'est tout le temps une affaire de jalousie, quoi. Et il faut réussir à déconstruire ce truc-là. Ouais. Ah ouais, mais pourquoi t'as eu cette date et moi je l'ai pas eu? Ou alors pourquoi t'as eu cet article et moi je l'ai pas eu? Pourquoi ce journaliste il te répond, moi il me répond pas? Mais en fait, je pense qu'il faut jamais oublier aussi, c'est que on voit, je disais tout à l'heure, faut s'attarder sur les réponses positives et pas les réponses négatives. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on voit d'autres gens bénéficier de choses dont on ne bénéficie pas soi, faut jamais oublier que nous on bénéficie de choses dont ces gens ne bénéficient pas. Avec un projet, tu vas jouer dans certains endroits où ces gens-là n'auront pas été appelés ou ne vont pas aller jouer. Ouais, je pense que c'est un peu un truc comme ça, mais des fois on peut se sentir désemparé, ouais, par rapport à certains groupes qui d'un coup ont tout. Et voilà, mais après c'est aussi comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui, et c'est triste à dire, mais on a une vision de l'art aujourd'hui qui est productiviste, et enfin le monde en tout cas a une vision de l'art qui est productiviste. Quand on est un groupe et qu'on sort un album, on sort un produit. Et en tant que groupe, on est un produit. Voilà, on est un produit dans l'industrie musicale actuelle. Et à un moment, tel ou tel produit va être mis en avant. Du côté de Lenny, qu'est-ce qui a été difficile? D'être seul déjà, de sentir vraiment beaucoup de solitude dans la gestion de mon projet, et de me mettre beaucoup la pression. En fait, c'est aussi spécifique à ce projet-là parce que tous les musiciens sont éparpillés, sont éclatés, du coup on fonctionne par résidence et par tournée, quoi. Et du coup, des fois, il n'y a pas d'activité pendant quand même longtemps, et après, il faut remettre un peu tout ça ensemble.
Ça m'est arrivé de me mettre une grosse pression pour écrire de la nouvelle musique, pour faire en sorte qu'il y ait en fait un engouement, une envie d'être là, et pas la sensation d'être là pour jouer les mêmes machins qu'on a déjà joué peut-être peu de fois, mais qu'on a déjà joué en tout cas il y a longtemps. Oui, ouais. Et du coup, le truc de se mettre cette pression-là, la pression de plaire un peu à tes propres collaborateurs, collaboratrices. Il y a la pression que les autres nous mettent, bien sûr, mais il y a aussi celle qu'on se met à soi-même, que ce soit pour plaire à nos collaborateurs, collaboratrices, comme l'a dit Lénie, ou pour absolument réussir à jouer une pièce très difficile. En fait, d'être là-dedans, ça m'a mis aussi dans des positions qui étaient pas saines. En fait, de vouloir d'essayer de jouer des trucs pas possibles. Et puis du coup, d'être en échec, en fait, parce que t'arrives pas à les faire, c'est trop dur, mais quand même tu veux le faire. Et puis même, c'est pas vrai, une fois je me suis fait mal aussi. Une fois, mais ouais. Oh, quelle horreur. Quand j'y repense, non mais se mettre dans des états pareils pour... Mais non, pour quel but, quoi. Et puis, il y avait encore un dernier point, soulevé par Jocelyne, mais qui concerne en réalité quasiment tous les musiciens et musiciennes. Ouais, je crois que le plus dur, c'est de pas m'en sortir financièrement, en fait. De ramer, ouais, la galère financière, ouais. Je crois que c'est ça, d'une façon assez récurrente. Voilà, nous en avons terminé avec les aspects les plus difficiles. Passons maintenant à la carrière actuelle de nos invités et à la manière dont ils et elles se sentent par rapport à leur situation aujourd'hui. Oui, je suis satisfaite de où je me trouve. Après, où suis-je ? Il y a des nouvelles perspectives pour moi parce que je prépare un projet plus pédago-coaching que musique directement. En même temps, le fait d'être dans cette créativité-là, ça me donne des idées aussi musicalement, des envies. Donc en fait, c'est plutôt une espèce j'ai envie de dire que je suis un peu dans une période charnière. Je sais très clairement ce que je veux plus. Et puis, il y a j'ai encore envie de faire plein de nouvelles choses. Et je me sens de nouveau des envies d'exploration et des curiosités que j'avais un petit peu perdues. J'en suis où ? Moi, j'en suis encore au début pour moi. Est-ce que dans 10 ans, je m'en sentirai pas toujours au début ? Il y a moyen. Comme dans n'importe quel truc que tu pratiques beaucoup, tu découvres, t'as toujours plus, tu peux toujours aller plus loin. Mais ouais, moi j'en suis au début parce que j'ai sorti 2 albums, un en tant que leader, j'ai sorti 2 en tant que sideman, 3. Donc c'est encore, tu vois, très, très limité. Mais j'en ai 2 qui arrivent là. C'est des jalons, c'est des pierres que tu mets au fur et à mesure. Et voilà, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, encore. Ouais. Donc je me sens clairement au début. J'ai pas une ambition, j'ai de l'ambition dans le sens où j'ai envie que mes projets ils fonctionnent, qu'ils soient diffusés, qu'ils soient reconnus, que je puisse jouer avec, quoi, faire des tournées. J'ai fait un trait sur une ambition personnelle d'être méga connu, tu vois. Je me fiche un peu de ça mais je crois que j'ai juste envie que mes projets ils marchent, quoi. Qu'il y ait une vie, que ces projets vivent, que cette musique elle soit jouée, elle expérimente la scène, qu'elle évolue grâce au live. Je dirais que je suis dans une carrière de musicienne professionnelle établie. Je fais le métier que je voulais faire quand j'étais petite, je suis correctement rémunéré pour ça. Je fais des concerts à l'étranger, je fais des tournées à l'étranger, je sors des albums sous mon nom ou avec des amis. J'ai des articles dans les magazines et dans les journaux. Je pense que je fais le métier que je voulais faire et puis je suis en plein dedans. La carrière, elle va évoluer de toute façon. Moi, je crois que j'en suis là où je voulais en être, en tout cas, quand je fantasmais un peu de ce métier-là. Même si, évidemment, je me rendais pas du tout compte de tout ce qu'il y a autour. Ouais. On s'imagine pas quand on commence qu'il va y avoir autant à gérer et à faire. Pour le futur, c'est simplement d'avoir encore davantage de collaborations musicales sur des projets différents, continuer à écrire de la musique un maximum toute ma vie. Évidemment, jouer dans encore d'autres pays, davantage de pays. Puis voilà, après, personnellement, continuer à travailler mon instrument, développer ça encore. Et puis pour mes projets personnels, j'ai des idées, de toute façon, de choses que je veux faire, que je veux développer. Créer un big band, plein de choses. Mais pour le moment, là, ça a été étrangement assez fluide avec l'école, parce que ça s'est beaucoup développé pendant ma dernière année en master de pédagogie. Et du coup, quand je suis sorti de l'école, ça a continué comme ça, sans l'école à côté, mais voilà, avec le boulot, les répètes et tout ça. Je suis contente aujourd'hui parce que voilà, on m'appelle pour certains trucs, des gens donnent mon numéro à d'autres gens pour certains trucs. Donc
J'ai envie de développer un peu plus de réseau dans d'autres grandes villes, voilà, connaître encore un peu plus de monde à Paris, commencer à aller rencontrer des gens en Allemagne, peut-être à Berlin, essayer de faire des connexions un peu par-ci par-là. Je peux rêver de plein de choses, mais en soi, j'estime aujourd'hui, je suis pas dans une dynamique de me dire ouais, dans 2 ans c'est bon, je vais le faire ce métier. Aujourd'hui, je le fais déjà. Je suis contente de ça. Passons maintenant à un sujet encore plus positif, les apports de la musique. Pourquoi nos invités continuent-ils et elles d'en faire ? Et qu'est-ce que ça leur apporte ? Parce que la musique c'est ma vie. Ouais, parce que ça reste quand même cette chose qui me nourrit et que je me rends compte que c'est là où j'ai quelque chose à dire aussi. Et que c'est là que je sens que c'est là ma place dans la société, dans la société, ouais, d'être musicien, et d'apporter cette chose-là, parce que c'est quand même quelque chose de vachement important. Je sens que c'est là où j'ai des choses à dire, c'est là où et puis c'est quelque chose qui me fait vibrer, hein, vraiment, le live, quand je suis sur scène, c'est venu au fur et à mesure, ça, hein. Mais maintenant, je me sens comme à la maison, quoi. Je sens que c'est là où je suis. Ça dépend un peu de l'accueil qu'on te réserve, autant par les organisateurs que par le public. Mais si t'es bien, et que t'es bien avec les gens avec qui tu joues, c'est magique. Il se passe des trucs trop bien. Donc c'est surtout pour ça que je continue. La présence, en fait. La présence à l'autre, le fait d'être là pour l'autre, alors que ce soit en jouant, mais ça peut être aussi autrement. Donc pour moi, c'est super, ça soigne. Et puis après, la musique, c'est le lien social, c'est la célébration, c'est toutes les célébrations, les joies comme les peines, ce qui nous lie sans mots, ce qui nous lie dans la spontanéité, c'est hyper important et c'est toujours présent. Le voyage, déjà, parce que même si on voyage pas pour des vacances, on voyage quand même, et ça fait plein de souvenirs, des petits souvenirs visuels par-ci par-là, des souvenirs de moments passés avec des gens. Ça, c'est quand même un truc dont je suis hyper reconnaissante dans ce métier-là aujourd'hui. Ça fait qu'on passe un peu sa vie à prendre le train, mais ça fait quand même plein d'histoires à raconter derrière et plein de souvenirs. Puis on a toujours le temps. T'arrives à 13h, puis ton soundcheck il est à 17h. Même si c'est un endroit paumé au milieu de la campagne, tu peux aller faire une promenade de 2 heures et tu vas voir des trucs que tu vois pas chez toi. Et voilà, tous ces paysages qu'on voit défiler à travers les vitres du train, de la voiture. On mange des choses qu'on mange pas chez nous, forcément, quand on est à l'étranger. Ou même sans parler de l'étranger, hein, il suffit d'aller à Berne pour que ce soit déjà très différent, finalement, culturellement. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, je vais dire un truc un peu stupide, mais alors c'est vrai. Les petits déjeuners d'hôtel, c'est quand même vachement bien. Jamais chez moi je me déterre à faire des trucs pareils, quoi. Mais je suis de cette team aussi. Ah ouais, franchement, quand t'as les röstis, les haricots, les pancakes, le bacon, que t'as tout. Ouais. Genre jamais je me fais ça à la maison, c'est quand même assez incroyable. Ça arrive pas souvent, mais franchement le petit déj d'hôtel. Ouais. Gros banger. Et nous arrivons enfin au dernier chapitre. J'ai demandé à nos invités de partager les conseils qu'ils et elles donneraient à de jeunes musiciens et musiciennes souhaitant se lancer professionnellement. Toujours être à l'écoute de soi. J'ai trop voulu faire comme d'autres, ou suivre, ou faire il faut faire comme ça, alors faut faire ça. Puis alors faut être comme ça, être, faire, comment se tenir, enfin bref. Il faut vraiment s'écouter. Au fond, vraiment, on sait ce qui est bien pour nous, on sait. Je pense que c'est le plus important. Je pense qu'il faut toujours se poser la question de pourquoi on veut faire ça. Est-ce qu'on veut faire ça parce qu'on aime être sur scène ? Est-ce qu'on veut faire ça parce qu'on aime être avec des gens ? Est-ce qu'on veut faire ça parce que on aime la musique en soi ? Est-ce qu'on veut faire ça parce qu'on aime la connexion qu'on a avec son propre instrument ? Tout ça, c'est des questions qui sont complètement différentes. Je veux pas mettre d'échelle de valeur, je pense que tout est valide en soi. Mais je pense que c'est important d'être clair avec soi-même là-dessus, du pourquoi on veut faire ça, quoi. Qu'est-ce qui nous fait plaisir dedans et dans la musique, dans tout ce que ça englobe, qu'est-ce qu'on aime faire et pourquoi on aime faire ça, enfin, voilà, se poser ces questions-là. Bien penser au fait que si on veut en faire son métier, il va falloir alimenter toute une vie de carrière. Bon, après, on n'est pas non plus obligé d'avoir qu'une seule carrière dans sa vie, bien entendu. En tout cas, dans l'idée, il va falloir continuer à aimer ça pendant longtemps. Donc aussi se questionner là-dessus, quoi. Comment on fait pour continuer à aimer ça et garder cette curiosité-là, parce que c'est pas parce que c'est une passion que magiquement ça veut dire que toute notre vie on va être passionné par ce truc-là. Une passion, ça s'alimente. Faites le truc sérieusement, à fond la caisse, et soyez pro. Fais les choses, respecte les gens avec qui tu travailles, respecte-toi, et fais-le pour les bonnes raisons aussi, pour défendre quelque chose qui te tient vraiment à cœur, et puis fais-le avec... essaye d'être le plus juste possible. Et juste crois à ce que tu fais aussi, sois
sois le premier à croire à ce que tu fais, parce qu'il y aura personne d'autre qui va y croire. Ouais. Comme toi, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Si toi, t'y crois pas, compte pas sur quelqu'un d'autre pour y croire. Et voilà. C'est ainsi que se termine ce dernier épisode du podcast Gestion de carrière Phase B. Ce podcast a été produit par Sandrina Rakotosa-Fiminaille et habillé par Catalina Monet pour la MEF, l'association des musiciennes étudiantes du Flon. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @asso_amef. Et un grand merci à Jocelyne Rudassigua, Chloé Marcini et Lénie Torgue pour le partage de leur expérience.